Bonsoir et bienvenue sur Globe Criminel. Nous allons ensemble découvrir des affaires mystérieuses aux enquêtes les plus captivantes. Alors, n'attendez plus, attachez vos ceintures pour une aventure où le crime n'a pas de frontières. Notre affaire nous emmène à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, en 2003, où Jacques Brunet, 50 ans, meurt dans d'étranges circonstances. Sa copine Jamila Belkacem a un comportement des plus étranges. En 1995, Jacques Brunet se sent très seul. Il n'a qu'un seul rêve en tête, voyager en voilier pour faire le tour du monde. Jacques souhaite partager ce voyage en couple, alors il poste une petite annonce sur un journal pour trouver la femme qui aimerait partager ce rêve avec lui. Quelque temps plus tard, Jamila Belkacem répond à son annonce et ils finissent par se rencontrer. Elle se présente à lui sous le nom de Myriam Maillard, une infirmière diplômée de très grandes écoles. Jamila Belkacem le séduit et rapidement Jacques tombe très amoureux d'elle. Il a beaucoup d'empathie pour sa belle car elle va lui raconter son passé tumultueux et ses blessures. Elle serait la fille illégitime de son père avec leur femme de ménage. Jamila est souvent absente et elle va justifier auprès de Jacques ses absences car elle est très malade, elle a une maladie très grave et très rare et elle doit se rendre très souvent à l'hôpital pour recevoir son traitement qui n'existe pas en pharmacie. Un jour, Jamila présente Jacques à René Maillard en expliquant à René que Jacques est un collègue de travail de l'hôpital et qu'il est très seul dû à une tumeur au cerveau et qu'il lui reste quelques semaines à vivre. De l'autre côté, elle présente René à Jacques comme son demi-frère, Georges, qui est assez dérangé, alors il lui arrive de se faire appeler René ou de se prendre pour son mari. Elle présente à Jacques ses 4 enfants, comme ses neveux et nièces, qui lui ont été confiés depuis qu'ils sont tout petits. Alors ça leur arrive de l'appeler maman. Jacques croit Jamila les yeux fermés, il lui fait une confiance aveugle. Jacques est aveuglé et ne peut pas se détacher de son amante. Il lui écrit des dizaines et des dizaines de poèmes et l'appelle son soleil d'Éden. Il ne refuse rien à Jamila Belkacem et elle a de plus en plus d'emprise sur lui. Peu de temps après, les proches de Jacques constatent qu'il est de plus en plus agressif, il est très fatigué, donc ils vont lui demander d'aller voir un médecin. Ce médecin va lui diagnostiquer une grosse dépression. Il devient apathique, léthargique et nonchalant envers tout le monde. Il dort toute la journée, a énormément de pertes de mémoire, il ne répond plus au téléphone et plus personne ne le voit dans les rues de Bourg-en-Bresse. Le 6 février 1999, Jacques et Jamila Belkacem visitent un catamaran. Le rêve de Jacques s'approche à grands pas. Les acheteurs disent que Jamila Belkacem n'est pas du tout investie dans la visite et surtout n'est pas du tout intéressée par ce voyage. Jacques et le vendeur se donnent rendez-vous 15 jours plus tard pour terminer la vente. Le 16 février 1999, Jacques Brunet est malade. Il somnole toute la journée, il ne se sent vraiment pas bien, il est brassé, il vomit et après beaucoup de repos, le 19 février 1999, il va manger chez Jamila Belkacem et René Maillard, puis il va passer la nuit avec sa douce. Depuis ce jour, Jacques ne répond plus du tout aux appels téléphoniques et plus personne ne l'a revu vivant. Le 26 février 1999, vers 17h30, Jamila Belkacem téléphone aux pompiers de Bourg-en-Bresse pour demander une intervention chez son conjoint car il ne répond plus à ses appels ni à ses SMS. Elle se présente au téléphone comme étant Madame Myriam Maillard et elle semble très inquiète. Les pompiers la rejoignent sur place et lorsqu'ils sont devant la porte d'entrée, ils sentent une odeur très forte de brûlé à travers la porte. Alors ils n'interviennent plus pour une simple ouverture de porte, mais pour un incendie. Ils s'équipent et ils rentrent dans l'appartement. À l'intérieur, tout est rempli de suie. L'appartement est plongé dans le noir, les volets sont fermés, les rideaux sont fermés aussi, et en entrant dans la chambre, ils découvrent le corps calciné de Jacques Brunet qui est sur son lit. Jamila Belkacem leur indique que Jacques avait l'habitude de prendre des calmants pour mieux dormir le soir, et qu'il aimait lire en se servant d'une bougie, ça lui évitait de se relever pour éteindre la lumière. Les pompiers concluent à une mort accidentelle et le médecin légiste confirme leur avis et délivre un certificat de décès. Tout le monde pense que l'affaire Jacques Brunet est classée, mais plusieurs éléments relancent l'enquête. Tout d'abord, la famille de Jacques doute de l'hypothèse de l'incendie involontaire, car ce dernier était très à cheval sur sa sécurité et n'aurait jamais laissé une bougie à côté d'un matelas. Ensuite, la famille constate que les comptes bancaires de Jacques sont totalement vides. Un expert en assurance, Yves D,
est chargé d'évaluer les dégâts dans l'appartement de Jacques. Il émet rapidement des doutes avant même d'entrer dans l'appartement. Lors de sa visite, il constate tout de suite 4 points de départ d'incendie à des températures de plus de 1000 degrés. Et donc, le corps de Jacques Brunet ne peut pas être autant brûlé sans accélérant. Les analyses montrent qu'il y a des traces d'essence sur le matelas et sur les plinthes de l'appartement de Jacques Brunet. Le rapport d'expertise conclut que la mort de Jacques n'est pas un accident. Alors, 2 hypothèses s'ouvrent aux enquêteurs. Soit Jacques s'est suicidé, soit il a été assassiné. À la suite de ce nouvel élément, la famille Brunet porte plainte. Alors le juge d'instruction donne l'ordre que le corps de Jacques soit déterré et qu'une autopsie soit pratiquée. Le médecin légiste constate que Jacques Brunet n'a pas de traces de suie ni dans la bouche ni dans la trachée, et cela désigne qu'au début de l'incendie, Jacques ne respirait déjà plus et était probablement déjà mort. Les analyses toxicologiques révèlent que Jacques a consommé des médicaments comme des benzodiazépines qu'il prenait quotidiennement depuis 4 mois, et également de la doxépine, un antidépresseur. Cependant, les taux retrouvés sont anormalement hauts et à ces taux-là, ils deviennent toxiques, voire mortels dans le sang. Le médecin légiste estime la mort de Jacques Brunet entre le 19 et le 26 février 1999. Le 22 mars 1999, la femme de Jacques, oui, Jacques était encore marié lorsqu'il rencontre Jamila Belkacem, mais d'un commun accord, ils ne vivent plus ensemble. Cette épouse reçoit chez elle une mystérieuse lettre anonyme d'une femme. Dans cette lettre, elle écrit qu'elle est la maîtresse de Jacques et qu'elle a appris la mort de Jacques le 27 février 1999. Elle demande de ne pas soupçonner Myriam Maillard car c'est une femme bien et surtout qu'elle n'a rien à voir avec la disparition de l'argent de Jacques. Vous vous imaginez bien que cette lettre fait l'effet inverse et va diriger tous les soupçons sur Myriam Maillard. En parallèle, Jamila Belkacem téléphone quasiment tous les jours à Yves D, l'expert, pour essayer de le convaincre que l'incendie a bien été provoqué par une bougie. Mais évidemment sans résultat. Jamila Belkacem naît le 22 juin 1960 au Maroc. Elle grandit dans une famille modeste. En 1983, elle immigre en France où elle rencontre René Maillard qu'elle épouse un an après. Ils auront 4 enfants ensemble. Revenons à notre enquête. Après la lettre, les gendarmes se rendent chez les Maillard à Villefranche-sur-Saône près de Lyon pour l'interroger. Ils découvrent sa vraie identité. Elle s'appelle Jamila Belkacem et non Myriam Maillard. Elle avait piqué le prénom de sa fille cadette. Il constate aussi une forte somme, 500 000 francs, environ 75 000 euros, qui ont été virés sur le compte de Jamila Belkacem et qui provient des comptes de Jacques Brunet. Dans la cave des Maillards, les enquêteurs trouvent l'ordinateur portable de Jacques Brunet. Les experts informatiques découvrent à l'intérieur des documents effacés comme des fausses ordonnances au nom de Zina Riffi ou René Maillard. Ces ordonnances comprenaient des benzodiazépines et de la doxépine. Ils retrouvent aussi dans les documents non enregistrés et effacés la lettre envoyée à la femme de Jacques Brunet. Elle a été imprimée le 25 février 1999. La personne qui a imprimé cette lettre était au courant que le cadavre de Jacques serait retrouvé le 26 février 1999 et que Jacques était mort le 25 février de la même année. Jamila Belkacem indique aux gendarmes que ce jour-là, elle était seule à l'appartement. René était au travail et ses 4 enfants à l'école. Jamila Belkacem a pu écrire et imprimer et surtout envoyer cette lettre. Le 7 octobre 1999, Jamila Belkacem est arrêtée et placée en garde à vue à Bourg-en-Bresse. Elle nie tout de suite les faits et elle jure qu'elle est innocente. Elle dit qu'elle aimait profondément Jacques et qu'ils allaient se marier. Elle affirme que c'est Jacques qui lui a fait les virements d'argent et qu'il s'aimait tellement que c'est elle qui signait ses chèques en sa présence. Alors elle accuse son mari, René Maillard, d'avoir tué Jacques Brunet pour jalousie. Elle est mise en examen pour assassinat et est incarcérée à la prison de Montluc, à Lyon. En parallèle, René Maillard est mis hors de cause. Le 1er avril 2002, le procès de Jamila Belkacem commence à la cour d'assises de Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Elle défend que ce n'est pas elle qui a effacé les fausses ordonnances qui étaient sur l'ordinateur de Jacques parce qu'elle ne sait pas se servir d'un ordinateur et qu'elle n'a appris qu'en détention. Plusieurs personnes et témoins disent qu'elle savait très bien utiliser un ordinateur car elle en possédait un chez elle et qu'elle le manipulait quotidiennement et surtout parfaitement. Son mari, René Maillard, déclare devant la cour qu'il a vu Jamila Belkacem faire les fausses ordonnances et qu'un pharmacien l'aurait dénoncé à la police pour justement fausses ordonnances. Un nouveau témoin essentiel fait son apparition, Georges. Il a été son amant il y a 18 ans de cela et il explique devant la cour qu'il
découvre que de fortes sommes d'argent lui ont été volées et que des chèques ont disparu. Alors il va confronter Jamila Belkacem sur ces sommes astronomiques manquantes, car c'est la seule personne qu'il voyait. Il explique aussi à l'époque que elle l'a complètement sorti, on va dire, du système. Il était tout seul, ils étaient tous les deux, tout le temps tous les deux, et elle a fait exactement la même chose à Jacques Brunet. Alors Jamila Belkacem jure que ce n'est pas elle et qu'elle n'a rien à voir avec cette histoire. Alors Georges, éperdument amoureux, va la croire, mais il va lui faire comprendre que le lendemain, il va porter plainte pour comprendre où sont passés ses chèques et surtout ses sommes. Alors, dans la nuit, il va expliquer que Jamila Belkacem tente de les bouillanter avec de l'huile chaude et qu'il va se réveiller en sursaut en entendant que Jamila arrive dans la chambre et elle va donner une excuse. Vous allez voir, c'est plutôt cocasse. C'est qu'elle va lui dire qu'elle voulait mettre l'huile chaude dans son oreille parce qu'elle avait des bouchons d'oreille. Ce témoignage prouve que dès qu'elle est en difficulté, qu'elle est devant le fait accompli, elle essaye par tous les moyens de se débarrasser de ce qui la gêne. Le 6 février 2002, Jamila Belkacem est condamnée à 20 ans de réclusion. Elle fait rapidement appel de cette décision à l'encontre de l'avis de son avocat de l'époque. Le procès d'appel de Jamila Belkacem débute en janvier 2002 devant la cour d'assises de Lyon. Mais attention, coup de théâtre. Juste après l'ouverture du procès, un message écrit arrive à la cour. C'est une lettre, tapée à l'ordinateur, sur laquelle René Maillard s'accuse et reconnaît le meurtre de Jacques Brunet, et que sous le poids de la culpabilité, il préfère sauter la vie. 2 autres lettres sont envoyées au procureur de la République et à l'ancien avocat de Jamila Belkacem. Alors, le procès est ajourné. Les enquêteurs vont rendre visite à René Maillard qui est dans le coma à l'hôpital de Glézier, près de Lyon. 2 jours plus tard, René Maillard sort du coma et explique tout de suite qu'il n'a jamais eu l'intention de se suicider et qu'il n'a pas rédigé cette lettre. Il explique que la veille de son hospitalisation, il était avec sa fille, Donia Maillard, qui lui a fait à manger et ensuite il ne se souvient de plus rien. Le 13 mai 2003, Donia Maillard est placée en garde à vue à Bourg-en-Bresse. Rapidement, elle avoue que c'est sous les ordres de sa mère qu'elle tape à l'ordinateur 3 lettres avec le modèle que Jamila Belkacem lui a donné au cours d'un parloir. Elle les imprime et les emmène à sa mère durant un parloir, et Jamila Belkacem les signe en copiant la signature de René Maillard qu'elle trouve dans le carnet de correspondance de sa fille. Donia va expliquer que Jamila Belkacem s'est procuré des antidépresseurs chez le médecin de la prison, qu'elle va lui en donner à 7 reprises et va lui donner comme consigne d'empoisonner son père, René Maillard. Donia Maillard fait 2 tentatives qui ne fonctionnent pas car les doses étaient beaucoup trop faibles. Le 25 février 2003, Donia Maillard prépare le dessert préféré de son père et place à l'intérieur plusieurs antidépresseurs. Heureusement pour René Maillard, ce jour-là, il n'a pas très faim et il n'a pas tout mangé. Il va alors s'allonger et plonge dans un coma profond. Donia Maillard est alors mise en examen pour tentative d'assassinat et elle est emprisonnée à la Talaudière, près de Saint-Étienne, dans la Loire. En décembre 2003, le procès en appel de Jamila Belkacem reprend pour le meurtre de Jacques Brunet. Elle reconnaît avoir commandité la tentative de son mari René Maillard. Alors, Jamila Belkacem est condamnée à 20 ans de réclusion. Pour Donia Maillard, son procès débute le 30 janvier 2006 à la cour d'assises des mineurs du Rhône, car à l'époque des faits, elle n'avait que 17 ans. Elle est sur le banc des accusés avec sa mère Jamila Belkacem. Le 4 février 2006, Jamila Belkacem est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, et la privation de ses droits civiques pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'elle ne pourra plus, par exemple, voter ou devenir tutrice-curatrice. Quant à Donia Maillard, elle est condamnée à 5 ans de prison, dont 4 ans ferme, avec obligation de soins. La mère et la fille font tout de suite appel de leur condamnation. Et c'est en novembre 2006 que la peine de Jamila Belkacem reste la même, mais que pour Donia Maillard, elle sera condamnée à 5 ans de prison, dont 3 ans avec sursis. Donc elle fera 2 ans ferme. Sa peine a été réduite car des experts psychiatriques ont estimé qu'elle était très jeune et surtout sous l'emprise de sa mère, Jamila Belkacem. Il faut que je vous rappelle qu'à chaque fois que Jamila Belkacem ou Donia Maillard faisaient appel de leur procès, René Maillard devait revenir et subir une nouvelle fois les témoignages de sa femme et de sa fille qui ont comploté pour tenter de l'assassiner. Durant tous les procès,
René Maillard a appris toute la vérité sur sa femme, tous les mensonges et surtout tous les amants qu'elle avait. Voilà comment se termine la terrible histoire de Djamila Belkacem et surtout de René Maillard et de Jacques Brunet. Triste histoire remplie de mensonges et surtout d'embarquer sa fille dans cette manipulation, dans ces tentatives d'assassinat, c'est vraiment immonde. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines affaires. La prochaine affaire nous plongera au cœur des sectes assez connues comme peu connues. Alors, restez vigilants, restez curieux et surtout, restez en sécurité. À bientôt!